La petite fille de neige. Il y a très longtemps, en Russie, vivait un paysan appelé Ivan et sa femme Marie. Tous deux étaient très malheureux de ne pas avoir d'enfants. Un jour d'hiver où il faisait très froid, ils observaient les gamins du village qui construisaient un bonhomme de neige. « Viens, construisons un bonhomme de neige, nous aussi, » proposa Ivan à sa femme. « Quelle bonne idée, » dit celle-ci. « Mais plutôt qu'un bonhomme de neige, je suggère que nous fassions un enfant de neige. »« Tu as raison, » répondit Ivan. Ils allèrent dans le jardin et commencèrent à amasser de la neige. Ils façonnèrent d'abord le corps, puis les mains, les pieds et enfin la tête. « Qu'est-ce que vous faites ?» leur demanda un voisin par-dessus la clôture. « Cela ne se voit pas ?» lui expliqua la femme. « C'est une petite fille. » Ivan était en train de terminer le visage en y ajoutant un petit nez en trompette et un joli menton. Tout à coup, lorsqu'il eut dessiné la bouche, la petite fille de neige se mit à respirer, ouvrit les yeux, frappa dans ses mains et remua la tête. « Dans mes bras, ma petite fleur des neiges !» s'écria la maman, ravie, en la serrant contre son cœur. Alors, la couche de neige se fendit, tomba en morceaux et une vraie petite fille apparut. Ivan et Marie la couvrirent de baisers et l'emmenèrent chez eux. 3 mois plus tard, Fleur des Neiges, c'est le nom que les paysans avaient donné à leur fille, était déjà aussi grande qu'une fille de 13 ans. Elle était gaie et intelligente, et les autres enfants aimaient jouer avec elle. Sa peau brillait comme de la neige, ses yeux avaient la couleur des violettes, et ses cheveux dorés lui tombaient jusqu'à la taille. Elle faisait l'admiration de tous, ce qui réjouissait Ivan et Marie. L'hiver passa, le soleil se mit à chauffer la terre, les prés redevinrent verts et l'on vit bientôt revenir les hirondelles. Les enfants dansaient gaiement. Seule Fleur des Neiges semblait plus triste de jour en jour. « Que se passe-t-il, ma fille ?» s'inquiéta sa maman. « Es-tu malade ? Quelqu'un t'a-t-il fait du mal ? » ?»« Oh non, Mamouchka, je vais bien. » Cependant, au fur et à mesure que les blés poussaient et que les tournesols s'épanouissaient, Fleur des Neiges déclinait. Elle fuyait le soleil et se tenait toujours à l'ombre. Elle ne retrouvait sa gaieté que les jours de pluie ou le soir, quand la fraîcheur revenait. Ce qui la réjouissait le plus, c'était la grêle. Elle trouvait les grêlons plus beaux que des perles. Mais dès que le soleil réapparaissait, elle sombrait dans sa triste mélancolie. Le jour de la Saint-Jean, les enfants du village décidèrent d'allumer un grand feu. Ils voulurent que Fleur des Neiges les accompagnât. Ivan et Marie hésitèrent à laisser sortir leur fille, mais ils finirent par se laisser convaincre. « Surtout, veillez bien sur notre enfant, » dit la maman. « Vous savez que je n'aime pas la laisser seule. Soyez sans crainte, elle ne nous quittera pas une seconde, » promirent les filles du village, ravies de pouvoir emmener leur gentil camarade. Tout le monde s'en fut chercher du bois dans la forêt. On fit un bûcher auquel on mit le feu à la tombée de la nuit. Les enfants se mirent à la queue leu-leu et appelèrent Fleur des Neiges. « Viens sauter avec nous par-dessus les flammes !» Fleur des Neiges se rangea dans la file, elle prit son élan et sauta. Ses amis entendirent un grand soupir, et lorsqu'elles se retournèrent, Fleur des Neiges avait disparu. Peut-être s'est-elle cachée ?
dit une petite fille. Venez, cherchons-la. Tous les enfants partirent à la recherche de Fleur des Neiges, mais celle-ci resta introuvable. Peut-être est-elle rentrée chez elle, suggéra un autre enfant. Ils retournèrent en courant au village, mais Fleur des Neiges n'y était pas. Pendant des jours et des semaines, tous les habitants du village fouillèrent les environs sans retrouver la moindre trace de la petite fille. Certains craignirent qu'elle eût été dévorée par les loups, d'autres qu'un aigle l'eût emportée. Personne ne savait que la chaleur des flammes avait transformé Fleur des Neiges en un petit nuage de vapeur qui était rapidement monté au ciel. Jardin d'hiver, jardin d'été. Il était une fois un marchand qui avait 3 filles. Un jour qu'il partait pour longtemps, il leur demanda ce qu'elles voulaient comme souvenir de son voyage. L'aînée souhaitait une belle robe de bal, la deuxième une paire d'escarpins brodés et la cadette, la fille préférée du marchand, une rose. Sur le chemin du retour, le marchand acheta une robe somptueuse et de jolis souliers, mais il ne trouva pas de roses. On était au milieu de l'hiver et les roses ne fleurissent qu'en été. Toutes les personnes auxquelles il s'adressa lui rirent au nez. Le marchand était très ennuyé. Cependant, il passa près d'un château situé au milieu d'un grand jardin où d'un côté c'était l'hiver et de l'autre l'été. Du côté de l'été poussaient des fleurs magnifiques et du côté de l'hiver tout était blanc et gelé. L'homme descendit de cheval et aperçut un buisson couvert de roses. Il cueillit la plus belle et repartit au galop. Mais bientôt il entendit quelqu'un courir derrière lui en haletant. Il se retourna et vit une bête hideuse qui, l'ayant rattrapé, lui dit « Rends-moi ma rose, si tu ne veux pas que je te tue !»« Je t'en supplie, répondit le marchand, laisse-moi cette rose, elle est pour ma fille. On ne saurait imaginer plus bel enfant. » « Dans ce cas, garde la rose, mais donne-moi ta fille en mariage. » Le marchand accepta le marché, persuadé que, une fois parti, la bête ne le retrouverait pas. Mais celle-ci ajouta avant de s'en aller « Dans 8 jours, je serai chez toi pour chercher ma fiancée. » L'homme offrit à chacune de ses filles le cadeau qu'elle avait souhaité. Elles se réjouirent grandement, surtout la cadette, car une rose était un présent très rare en cette saison. 8 jours plus tard, les 3 sœurs étaient assises à table lorsqu'elles entendirent des pas lourds dans l'escalier. La porte s'ouvrit dans un grand fracas et, à demi morte de peur, elle vit rentrer la bête. « Les 8 jours ont passé. J'espère que ma fiancée est prête. » Sur ces paroles, la bête se dirigea vers la cadette et la prit par le bras. La belle poussa des hurlements de frayeur, mais rien n'y fit. Elle fut contrainte de suivre son hideux fiancé. Le soir, quand le père rentra chez lui, sa fille préférée avait disparu. Cependant, la bête avait ramené la belle dans son château. Tout y était somptueux, des musiciens y jouaient en permanence, et dans le jardin c'était toujours d'un côté l'été et de l'autre l'hiver. La bête fit
tout son possible pour contenter sa fiancée. Il essayait de deviner ses moindres désirs. Pendant les repas, il allait jusqu'à refuser de manger lorsqu'elle n'avait pas faim. Avec le temps, la belle parvint à surmonter son dégoût et s'attacha à la bête. Un beau jour, elle alla le trouver et lui dit « J'ai peur que mon père ou mes sœurs soient tombés malades. Comme j'aimerais les revoir. » La bête la conduisit alors devant un miroir. « Regarde !» lui dit-il. En regardant dans le miroir, la jeune fille eut l'impression d'être chez elle. Elle reconnut son père, qui était bel et bien tombé malade. Il se sentait coupable d'avoir consenti à donner sa fille en mariage à la bête. S'il avait su comme elle était bien traitée, il se serait vite rétabli. La jeune fille vit également ses deux sœurs qui pleuraient à chaudes larmes au chevet de leur père. Le cœur lourd, elle se tourna vers la bête et la supplia de la laisser retourner chez elle pendant quelques jours. La bête refusa d'abord, mais elle finit par céder. « Retourne voir ton père, mais promets-moi d'être de retour dans 8 jours. » Elle le lui promit, et comme elle s'en allait, la bête répéta « Surtout, ne me laisse pas seule plus de 8 jours. » Le marchand se réjouit beaucoup du retour de sa fille, mais le cœur irrémédiablement rongé par le remords, il mourut quelques jours plus tard. La belle en eut tant de chagrin qu'elle oublia la promesse faite à la bête. Quand leur père fut enterré, les 3 filles passèrent de longues heures à pleurer et à se consoler les unes les autres. Le temps passa, et lorsque la cadette se rappela son fiancé, il y avait longtemps que les 8 jours s'étaient écoulés. Elle se hâta de rentrer au château, mais lorsqu'elle arriva, tout y était triste et silencieux. Les musiciens ne jouaient plus. De grands voiles noirs pendaient partout et la neige recouvrait tout le jardin. La bête avait disparu. La belle la chercha partout sans parvenir à la trouver. Son chagrin redoubla. Elle était inconsolable. Alors qu'elle faisait une dernière fois le tour du jardin figé par la glace, elle découvrit un tas de feuilles mortes. Elle en dégagea quelques-unes et vit la bête qui semblait morte en dessous. Elle la couvrit de baisers et la mouilla de ses larmes, lorsque tout à coup la bête se réveilla, transformée en prince charmant. On retira tous les voiles noirs, les roses se remirent à fleurir dans le jardin d'été, et les musiciens reprirent leurs airs. Le prince et la belle célébrèrent leurs noces et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Le manteau du Père Noël. Par une belle soirée remplie d'étoiles, un berger rentrait chez lui. L'air était vif et ses pas faisaient crisser la neige fraîchement tombée. Il sifflotait. Il avait le cœur léger, car dans 2 jours, ce serait Noël. Soudain, au milieu du chemin, il aperçut une masse sombre. Tout de suite, il pensa à un de ses moutons enfuis de la bergerie, ou à une biche que le froid aurait fait se coucher là. Mais en s'approchant,
il se rendit compte que c'était un manteau. Il se baissa pour le ramasser. Il était lourd et avait de grosses poches. Intrigué, le jeune berger regarda autour de lui. Partout le sol était blanc. Il n'y avait pas d'autres traces de pas que les siennes. Qui donc avait bien pu perdre ce manteau, ici, en pleine montagne? Simon, c'est ainsi que s'appelait le berger, jeta l'habit sur son épaule et se remit en route. En très peu de temps, il regagna sa bergerie. Il se précipita à la cuisine. Sa femme et son jeune fils étaient assis devant la cheminée. Il leur dit « Regardez ce que j'ai trouvé sur mon chemin !» Tom, le petit garçon, sauta des genoux de sa maman. Il s'écria « Le manteau du Père Noël !» Simon écarquilla les yeux. Il n'avait pas pensé une seule seconde que le manteau pouvait appartenir au Père Noël. C'était à peine s'il avait vu qu'il était tout rouge. Tom était émerveillé. Le manteau lui paraissait si grand. Il n'osait pas le toucher. Du bout des doigts, il l'effleura. Il dit « Regardez comme il est vieux. Ses coudes sont troués. » Tom leva les yeux vers son papa et sa maman. Il ajouta « Et sans son manteau, le Père Noël ne pourra pas faire sa tournée. Il fait bien trop froid. » Simon prit son fils dans ses bras et lui répondit « Nous allons faire un manteau tout neuf pour le Père Noël. »« Un tout neuf? Oui, youpi !» s'exclama Tom. « Mais comment nous le lui donnerons ?» demanda-t-il soudainement inquiet. « Nous trouverons bien un moyen, va, » dit Manon, sa maman. « Maintenant, il est l'heure d'aller te coucher. Demain, nous aurons beaucoup de travail. » Le lendemain matin, Simon se leva de très bonne heure, bien avant que Tom ne se réveille. Il allait à la ville acheter une pièce de tissu pour confectionner le manteau. Un long chemin l'attendait, et la neige s'était remise à tomber. Manon donna à Simon une bourse avec toutes leurs économies. « Prends la plus belle et la plus solide étoffe qu'il soit. Il faut que ce manteau puisse résister au moins à 100 hivers. » Dès son réveil, Tom s'installa derrière la fenêtre. Il guettait le retour de Simon. Il attendit toute la matinée. Les 12 coups de midi sonnèrent à l'horloge de la cuisine quand Tom devina enfin, à travers les flocons, la silhouette toute blanche de son papa. Il bondit de joie et cria « Le voilà !» Simon entra. Il posa son sac couvert de neige devant la cheminée. « Montre-nous vite ce que tu as acheté, papa !» dit Tom, pressé de voir ce qu'il y avait dans le sac. Simon sourit. Il tira de son bagage le fameux tissu pour lequel il avait tant marché. Il le déplia. C'était une épaisse toile d'un rouge éclatant, brodée de flocons d'or et tissée sur les côtés de chemins d'étoiles. Il avait aussi acheté des bobines de fil rouge, de fil d'argent, des rubans de satin, des boutons de nacre, de grandes aiguilles de couturier, des épingles à tête et une magnifique paire de ciseaux, ainsi qu'une boîte en bois pour les ranger. Ils s'installèrent tous les trois autour de la grande table. Dehors, le vent sifflait sa chanson de l'hiver dans toute la montagne. Tom s'était assis sur la table. Il ouvrait de grands yeux. Il ne voulait rien perdre des travaux de ses parents. Il observait avec attention les ciseaux couper le tissu rouge le long des petits traits de craie que Manon avait tracés en mesurant l'ancien manteau. Il regardait l'aiguille transpercer la toile et le dé en fer briller à l'extrémité du doigt de Manon. Il suivait le cheminement de fils qui, peu à peu, assemblait les morceaux. Parfois, ses yeux s'égaraient au plafond pour admirer les paillettes dorées que reflétait le tissu à la lumière des lampes à pétrole. Doucement, la fatigue le gagnait. Bercé par le chant de berger que Simon fredonnait en cousant des peaux de mouton, le petit garçon s'endormit sur la table. Manon le recouvrit du vieux manteau du Père Noël.
Quand les 12 coups de minuit sonnèrent, Simon et Manon allèrent se coucher. Ils suspendirent à une poutre le nouveau manteau qui commençait à prendre forme. Simon porta Tom dans son lit, le petit garçon serré contre lui, la vieille pelisse du Père Noël. Juste avant de s'endormir, Manon demanda à Simon combien avait coûté le tissu et les ciseaux. Ils devaient valoir une fortune. Le jeune berger répondit dans un soupir de fatigue « Rien du tout. Le marchand me les a offerts lorsqu'il a su que c'était pour faire un manteau au Père Noël. » Il ajouta en fermant les yeux « Le marchand avait une grande barbe blanche. » Il fallut encore un jour entier pour achever le manteau. Quand le dernier bouton fut posé et le dernier ruban cousu, Simon, Manon et Tom se reculèrent pour admirer leur travail. Accroché à la poutre de la cheminée, le manteau resplendissait. Il était entièrement doublé de peau de mouton. Ses broderies d'or et d'argent le faisaient ressembler à un habit de roi. « Et son étoffe est plus solide que du cuir », ajouta Simon. Tom était impatient. Il demanda encore une fois « Comment le Père Noël va-t-il savoir que nous lui avons fabriqué un nouveau manteau ?» Sa question resta sans réponse. Manon plia soigneusement l'habit du Père Noël. Elle l'emballa d'une grande feuille de papier cristal. Puis elle le glissa dans le sac à dos de Simon. Elle dit au petit garçon « Habille-toi, mets ton bonnet et tes gants. Nous allons lui apporter son manteau. »« Mais vous savez où il habite ?» questionna encore Tom. C'était une belle nuit. La neige avait cessé de tomber. Simon, Manon et Tom prirent le sentier qui conduisait à la chaume. Ils avançaient lentement, gênés par l'épaisseur de la couche de neige. Simon confia le sac à dos à Manon et prit Tom sur ses épaules. Arrivés au sommet de la montagne, ils regardèrent l'immense champ blanc éclairé des pâles rayons de la lune. Simon savait que le Père Noël passerait par là, car plusieurs fois, les années précédentes, il avait remarqué des traces de traîneaux. Et personne dans la région ne possédait de traîneau. « Nous allons attendre ici, » déclara le jeune berger. « Ici? Mais il n'y a rien, » dit Tom. « Chut, » fit Manon, « sinon nous ne l'entendrons pas venir. » Tom ôta son bonnet. La montagne était silencieuse. Le froid lui picotait les oreilles. Lorsque, au loin, retendit le tintement de grelots. « Le voilà !» murmura Simon dans un souffle. Sur son traîneau, le Père Noël venait à leur rencontre. On aurait dit une étoile qui glissait sur la neige. Arrivé devant eux, il stoppa ses rênes dans un nuage de givre. Tom n'en croyait pas ses yeux. Le Père Noël était vêtu d'une grande pèlerine. Sa barbe était pleine de glaçons et il grelottait. Il avait tellement froid qu'il ne pouvait pas parler. « Nous vous attendions, Père Noël, » dit Manon. « Nous avons un cadeau pour vous. » Le Père Noël enfila le manteau. Un grand sourire illumina son visage. Il s'exclama « Que ce manteau est chaud! Ah! Merci, mes amis. C'est le plus beau cadeau de Noël que l'on pouvait me faire. » Il fit un clin d'œil à Simon et il ajouta d'un air malin. « J'ai perdu mon vieux manteau. Je ne sais pas où. Tant pis, car il était bien usé. » Le Père Noël embrassa Tom, puis il s'éloigna en faisant galoper ses rênes plus vite que le vent. Simon, Manon et Tom rentrèrent chez eux d'un pas joyeux. Quand ils ouvrirent la porte de leur petite maison de pierre, ils virent sur la table un grand livre d'images ainsi qu'un énorme sachet de bonbons pour Tom. À côté brillaient de 1000 feux
la paire de ciseaux transformée en ciseaux d'or. Le petit sapin. Il était une fois un petit sapin qui vivait au milieu d'une forêt faite uniquement d'arbres à feuilles. À des kilomètres à la ronde, il était le seul à avoir des aiguilles. Tous mes amis ont de belles feuilles et moi, je n'ai que ces épines, se disait-il tristement. Ah, que j'aimerais leur ressembler. Le mieux serait que j'aie des feuilles en or. Le jour suivant, à sa grande surprise, il découvrit que son vœu avait été réalisé. Les autres arbres s'écrièrent alors « Regardez le petit sapin, il a des feuilles en or !» Un méchant voleur entendit ces paroles. Il se dit « Des feuilles en or, voilà un joli butin !» Et comme il avait peur d'être surpris, il attendit la nuit pour se glisser dans la forêt. Il arracha les feuilles d'or une à une et les mit dans son sac. Le lendemain matin, le petit sapin, s'apercevant qu'il était tout nu, se mit à pleurer. « Je déteste l'or !» sanglotait-il. « Il attire les voleurs et les bandits. Comme j'aimerais avoir des feuilles en verre, car après tout, le verre brille aussi. » Le lendemain, à son réveil, le petit sapin était couvert de belles feuilles de verre. Il s'écria ravi. « J'ai vraiment de la chance, tous mes désirs se réalisent. » En le voyant, les autres arbres s'interpellèrent. « Regardez, aujourd'hui notre petit voisin a des feuilles transparentes et dures. » Mais le soir venu, une terrible tempête souffla sur la forêt. Le petit sapin supplia le vent de se calmer. Mais celui-ci, se moquant bien de la vie de ce misérable arbrisseau, se déchaîna tant et si bien que toutes les feuilles du sapin tombèrent au sol et se brisèrent en 1000 morceaux. Au petit matin, quand le sapin vit ce qu'avait fait la tempête, il se lamenta à nouveau. « Comme je suis malheureux, on m'a volé mes feuilles d'or et mes feuilles de verre se sont cassées. Le mieux serait finalement que j'aie des feuilles vertes, comme tous les arbres de cette forêt. » Lorsqu'il découvrit que son vœu avait une nouvelle fois été exaucé, le petit sapin dit « Cette fois-ci, je suis satisfait. Je n'ai plus à craindre ni les voleurs, ni la tempête. » Et les autres arbres purent constater qu'à présent le petit sapin leur ressemblait trait pour trait. Un peu plus tard, une chèvre traversa la forêt avec ses chevreaux. Lorsqu'elle vit les belles feuilles tendres du sapin, elle appela ses petits. « Venez vite, mangez à votre faim et surtout n'en laissez pas. » Les chevreaux se précipitèrent sur le petit sapin et en un clin d'œil dévorèrent son feuillage. Une fois de plus, le petit arbre se retrouva tout nu et quand la nuit tomba, il se mit à grelotter. Il pleura. « J'ai perdu tour à tour mes feuilles dorées, mes feuilles en verre
Et mes feuilles vertes? Comme j'étais tranquille quand j'avais mes aiguilles. Si seulement je les retrouvais. Le croirez-vous? Le lendemain, quand le petit sapin s'éveilla, il avait effectivement retrouvé ses aiguilles. Il était guéri de sa coquetterie, et tous les autres arbres se moquèrent gentiment de lui. Regardez notre petit ami, il est à nouveau comme doivent être tous les sapins. Le plus bel arbre du monde. Il y avait une fois un petit sapin très mince et très élancé, mais tout petit, qui vivait dans la forêt au milieu de beaucoup d'autres plus grands et plus forts. Le petit sapin était très malheureux de n'être pas aussi grand que ses congénères. Quand les oiseaux voletaient par la forêt et se posaient sur les branches des grands arbres pour bâtir leur nid, le petit sapin leur disait « Venez faire votre nid dans mes branches. » Mais ils répondaient toujours « Non, non, tu es trop petit. » Quand le vent soufflait et chantait dans la forêt, il courbait le tronc des grands arbres et leur racontait des histoires. Alors, le petit sapin appelait le vent et lui disait « Oh, je vous en prie, monsieur le vent, venez jouer avec moi. » Mais il répondait toujours « Non, tu es trop petit, je te briserai. » Pendant l'hiver, Madame la Neige laissait tomber doucement, doucement ses flocons, revêtant les grands arbres de manteaux et de bonnets de fourrure blanche. Et le petit sapin disait « Oh, bonne neige, donnez-moi aussi un bonnet et un manteau blanc. » Mais la neige secouait la tête et répondait « Oh non, tes branches sont trop fines, elles se casseraient. » Mais le pire, c'était quand les hommes arrivaient dans la forêt avec des chevaux et des traîneaux pour couper les arbres et les emporter à la ville. Quand un des arbres était parti, les autres disaient qu'il allait peut-être devenir le grand mât d'un beau navire, ou qu'il serait peut-être la poutre maîtresse d'une grande maison et connaîtrait ainsi la vie des hommes. Le petit sapin désirait beaucoup connaître la vie des hommes, mais les bûcherons ne le regardaient même pas. Ainsi, bien du temps passa. Un beau matin, les hommes revinrent et cette fois, ils ne coupèrent que des arbres de taille moyenne. Après, ils regardèrent tout autour d'eux et dirent « Oh, ils sont tous trop grands, il n'y en a plus de petits. » Oh, comme le petit sapin se tint droit et redressa ses aiguilles en entendant cela. « Bon, en voilà un qui fera juste l'affaire, dit un des hommes en le touchant. Le petit sapin était bien content, et même quand la hache l'entama, il ne s'évanouit pas. On le coucha sur le traîneau, et quand il fut arrivé en ville, on le plaça en rang avec beaucoup d'autres, tous petits, mais aussi petits que lui, pas aucun. Et le petit sapin commença à connaître la vie des hommes. Les gens venaient regarder les arbres et les acheter, mais il secouait toujours la tête devant le petit sapin. Oh non, celui-ci est vraiment trop petit. Jusqu'à ce que finalement, deux enfants arrivent en se tenant par la main et examinent les arbres. Dès qu'ils virent le petit sapin, ils s'écrièrent « Voilà ce qu'il nous faut! Il est juste de la bonne grandeur. » Ils l'emportèrent à deux. Le petit sapin se demandait
pourquoi il était juste de la bonne grandeur. Ils le firent entrer dans une grande maison et le plantèrent dans une caisse avec de la terre sur une table. Puis ils sortirent et revinrent avec une grande corbeille. Ils étaient suivis par des dames portant des petits bonnets et des tabliers blancs. Les dames et les enfants prirent des choses brillantes dans les corbeilles et commencèrent à s'affairer autour du petit sapin. Il en tremblait de joie. Et bientôt, il fut tout couvert de jolis objets. De longs fils d'argent, des noix et des pommes dorées, des oranges, des boules de verre et des étoiles, et toute une quantité de petites bougies roses et blanches furent plantées sur ses branches. Enfin, tout en haut, les enfants attachèrent un petit ange en cire avec des ailes. Quand tout fut fini, tout le monde s'en alla, le laissant seul. Il faisait sombre et des bruits étranges résonnaient partout. Il commençait à se sentir triste quand les portes se rouvrirent. Deux des dames prirent la table et la portèrent doucement hors de la chambre le long d'un corridor blanc, puis la firent entrer dans une grande salle. Là, le petit sapin vit qu'il y avait de chaque côté une rangée de petits lits blancs. Dans chaque petit lit, il y avait un petit enfant, non pas rose et frais comme ceux qu'il a vus dans la rue, mais pâle et maigre. D'autres petits enfants étaient assis dans des fauteuils et quelques-uns couraient çà et là, mais aucun n'était fort et robuste. Et le petit sapin s'en étonnait car il ne savait pas qu'il était dans un hôpital. Mais déjà, les dames avaient allumé toutes ces bougies et les enfants avaient poussé des cris d'admiration. Oh, comme il est joli, comme il brille! Il comprit que c'était de lui qu'on parlait, car tous le regardaient en battant des mains, et il se tint aussi droit que le mât d'un navire, toutes ses aiguilles frémissant de joie. Une petite fille dit tout haut: « C'est le plus bel arbre de Noël que j'ai jamais vu !» « Non, » ajouta un petit garçon, « c'est le plus bel arbre du monde !» Ainsi, le petit sapin apprit qu'il était devenu un arbre de Noël, et il se sentit tout heureux d'être assez petit pour avoir été choisi. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher.
Mishka. Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons. Il était parti de chez lui ce matin-là, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre. De chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Élisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours en peluche, avec le dessous des pattes en velours rose, 2 boutons de bottines à la place des yeux, 3 points de laine à la place du nez. En se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Élisabeth n'était pas gentille. Il lui fallait 25 joujoux à la fois pour l'amuser, et quand on avait cessé de lui plaire, il n'était pas rare qu'elle vous secoua et vous jeta d'un bout à l'autre de la pièce. Tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. « J'en ai assez d'être un jouet ici !» grognait Mishka en se frottant les yeux de ses poings. « Je suis un ours, après tout. Je veux aller me promener tout seul et faire un peu ce qui me plaît, sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. » Et bien que la chambre fût tiède et plaisante, et tant qu'Élisabeth dormait, Mishka s'était sauvé en passant par la chatière. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Il levait haut les pattes, l'une après l'autre, et chaque fois qu'il en posait une, cela faisait dans la neige un petit trou rond. Or, depuis bien 5 minutes, un roitelet le suivait. Ces roitelets, ces farceurs, ça a la queue retroussée et ça sautille par-ci, par-là. On dirait toujours qu'il se moque de vous. Celui-là faisait dans le dos de Mishka. Et quand Mishka se retournait, vite, il se laissait tomber dans un des petits trous ronds que les pattes de Mishka avaient fait dans la neige. Disait Mishka. J'avais bien cru pourtant entendre. Et dans son trou, le roitelet mourait de rire. Mais tout de même, à la fin du coin de l'œil, Mishka l'aperçut. Lui fit-il au nez en se retournant d'un seul coup. Pauvre roitelet, il eut si peur qu'en volant, il emmêlait ses ailes et que ce fut miracle s'il ne tomba pas. Il se blottit sous un buisson et se tint désormais tranquille. Tra-déri-déra, tra-la-la, la-la-la, chantait Mishka en continuant sa route. C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je ne veux plus jamais être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre où la neige avait fondu, il trouva un pot de miel. Une paysanne l'avait perdu sans doute au retour du marché, mais le pot de miel était fermé et Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Après avoir essayé de toutes les manières, il devint furieux. « Tiens, grande bête de peau !» dit-il en lui lançant un coup de pied. « Va-t'en où il te plaît !»
et le pot se mit à rouler, 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 et roulant, il buta contre une pierre, s'ouvrit en deux. Voilà le miel. Faisait Mishka en se régalant. Que la vie est belle dans les bois. Jamais plus je ne serai un jouet. Ah ça non! Naturellement, quand il eut bien déjeuné, qui se fut bien frotté son petit ventre rond, il eut envie d'aller faire la sieste en haut de l'arbre. Il grimpa donc, s'installa dans les branches et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. Deux oies sauvages s'étaient posées à la cime de l'arbre pour se dégourdir les pattes, et on les entendait causer. Ah, ah, ah. C'est le soir de Noël, disait l'une. Ah, 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 disait l'autre. C'est ce soir que chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable, secourir le malheureux, réparer les injustices. Tiens, 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 se disait Mishka, je ne savais pas ça. Et puis elles s'envolèrent au fond du grand ciel gris. Et Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige, cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Le renne était blanc, son harnais était rouge et parsemé de clochettes. Et tout ça était très joli. Et aussi, dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on n'en voit pas sur cette terre, assurément. Sur le traîneau, il y avait un grand sac, tout gonflé, tout bossu. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution, comme c'est l'usage dans les pays du Nord, où il y a bien trop de neige pour qu'un bonhomme Noël puisse cheminer à pied. « Grimpe vite !» dit le renne à Mishka. « Tu m'aideras !» Oh, ça c'était amusant. Le traîneau volait sur la neige. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. À chaque village, à chaque maison, le renne s'arrêtait et Mishka, entrant à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un pantin, une trompette, tout ce qui lui tombait sous la main en fouillant dans le grand sac. Mishka s'amusait comme un fou. S'il était resté sage petit joujou dans la maison d'Élisabeth, aurait-il jamais connu une nuit pareille? De temps en temps, il pensait et ma bonne action dans tout ça? Alors, on arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable à la lisière d'un bois. Mishka fourra la main dans le grand sac, tourna, fouilla. Il n'y avait plus rien. « Reine, reine, il n'y a plus rien dans ton sac. » Oh, gémit le renne. Dans cette cabane, il y avait un petit garçon malade. Demain matin, en s'éveillant, verrait-il ses bottes vides devant la cheminée? Le renne regardait Mishka de ses beaux yeux profonds. Alors Mishka fit un soupir, embrassa d'un coup d'œil la campagne où il faisait si bon se promener tout seul, et, haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, une, deux,
pour faire sa bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une des bottes, attendit le matin.